l'OMS recommande, dans un but de prévention des maladies non transmissibles, de consommer au minimum, au moins, 5 portions de fruits et légumes par jour. On le voit sur toutes les télévisions, comme ça défile. Il faut toujours consommer donc, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. On s'est rendu compte dans l'enquête qu'en moyenne, les Sénégalais consomment 3,5 portions de fruits ou de légumes par jour. Nous sommes donc en deçà de ce qui est recommandé par l'OMS. Voilà. Alors, ma confidence, je ne fume pas, je ne bois pas, mais il faut dire aussi que les 5 fruits et légumes par jour, ça, je ne les respecte pas. Je suis dans les 3,5 à peu près, hein, oui. Parce que j'essaye quand même au quotidien de manger quelques fruits, mais pas tout le temps. Oui, et puis non seulement nous, on ne consomme pas, mais même nos enfants qui en ont vraiment besoin, on ne les oblige pas à manger les légumes. Très peu d'enfants aiment les légumes. Parce que c'est à l'image des parents parfois. Et puis les fruits, les enfants adorent les fruits, mais on ne donne les fruits parfois dans les maisons que quand il y a un invité, hein, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, ou à la grand-mère qui est là, ou quand je taquine mes belles-sœurs, je leur dis, vous faites de la corruption en me donnant des fruits. Donc c'est juste pour dire que ces habitudes-là, il faut qu'on les installe. Et il faut aussi qu'on les inculque à nos enfants, parce que ce sont eux les adultes de demain. Et ils sont à un âge où on a besoin de construire leurs œufs, on a besoin de construire leurs cellules, on a besoin de les maintenir en bonne santé et d'en faire des adultes en bonne santé pour que demain, on n'ait pas trop de maladies chroniques, on n'ait pas à gérer des maladies dont le traitement est très coûteux. Et il faut également dire que le sport est important. C'est pour ça, ici à Kinkeliba, tous les matins, on montre des exercices que les personnes peuvent faire. Tout de suite, avec Tandaha, j'ai vu qu'il parlait des personnes âgées. Les personnes âgées ont besoin de maintenir leur corps, de se maintenir en forme, d'être en bonne forme. Et cela passe nécessairement également par un exercice physique. Il faut se détendre aussi, mettre moins de stress, ne pas chercher à gérer tout. On ne peut pas tout gérer. Il faut faire au jour le jour des choses et puis se dire, il faut être zen attitude comme on dit. Ça également, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Ça fait vieillir, ça met de mauvaise humeur, et ben, ça ne donne pas une belle peau. Donc, il faut lutter contre l'obésité. Il faut bien dormir, manger, faire ce qu'on a à faire et laisser le reste aux autres le faire. Non stress. Et ça me fait penser à notre collègue preneur de son ici à la RTS, Ibrahim Malik Nya. À chaque fois qu'on est en tout cas, lorsqu'on était souvent sur le terrain, vous savez, sur le terrain, bien souvent, vous êtes stressé. Il nous disait, bon, les gars, calme. Et voilà, on suivait ses recommandations. J'ai un collègue, il s'appelle Pape Samba Diop. Il dit, tout doux. Et il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi El Hadj Malik Nianki qui est dans le studio, caméraman. Chaque fois que ça ne va pas sur le plateau, que je commence à monter, il me fait toujours comme ça. Sarah. Redescends, ça va aller, redescends, c'est pas encore fini. Et on a parlé également de la cigarette rapidement parce qu'on doit regarder le troisième élément qui revient sur les maladies chroniques. On ne fume peut-être pas, mais on est tous quelque part des fumeurs passifs. Mais oui, quand on a fait la journée mondiale de lutte contre le tabac, on a dit qu'il y a plus, parmi les personnes qui meurent, 6 000, pendant les millions de personnes qui meurent, 6 000 personnes sont des fumeurs passifs. C'est-à-dire, c'est ça que je dis, ceux qui fument ont fait le choix de fumer, mais ils n'ont pas le droit de nous enfumer. Et on est tellement fumeurs passifs au Sénégal. On fume dans les chambres, on fume dans les bureaux. Je ne veux nommer personne. Il y a quelqu'un qui pense que je vais nommer. Non, je ne vous nommerai pas. Ouais, vraiment, mon patron. Non. Je ne dirai rien. Donc, il y en a qui fument dans les bureaux, il y en a qui fument dans les espaces publics. Il faut aussi qu'on comprenne qu'on a fait le choix de fumer, mais qu'on comprenne que quand on sort la fumée de sa bouche, on enfume une autre personne qui n'a rien à voir, qui n'a pas fait le choix d'être enfumée. Tout à fait. Et ça, c'est des comportements aussi qu'il faut cultiver, que l'on doit aussi inculquer à nos enfants. Ça fait partie de l'éducation de base. Tout à fait. Et tu parles de fumée, de cigarettes. On fait le point directement pour aller sur les maladies chroniques parce que fumer aussi donne des maladies. On va regarder cet extrait du professeur toujours. Oui, Malika Cissé, qui est à la division de la lutte contre les maladies non transmissibles. 88% des Sénégalais dans l'enquête pensent qu'ils consomment juste la bonne quantité de sel.
Vous voyez donc que c'est quand même un élément important à savoir. Si nous voulons avoir des stratégies par la suite, il faudra voir comment parler à cette population qui pense qu'elle mange juste la quantité qu'il faut, alors que nous mangeons vraiment une quantité journalière de sel relativement élevée. Quand même des infrastructures sanitaires, les appareils à tension existent partout, mais on se rend compte que près de 42% de la population interrogée ignore son statut, c'est-à-dire ses chiffres tensionnels. On a trouvé dans cette population qu'il y avait plus de 13% d'adultes déjà hypertendus, qui étaient déjà porteurs d'une hypertension. Et ceci, on a même trouvé des jeunes qui étaient déjà porteurs d'hypertension artérielle. Pour ce qui concerne le diabète, près de 85% de la population ignore ces chiffres de sucre dans le sang. Alors que on sait depuis plusieurs années qu'il est très facile dans les hôpitaux et dans les centres de santé de se faire doser le sucre, et que presque 85% de la population interrogée ne savait pas quels étaient ces chiffres tensionnels. Parmi ceux qui le savent, il y avait à peu près 1,3% de diabétiques connus. Le statut en ce qui concerne le dosage des graisses est particulièrement ignoré par la population. 96% de la population étudiée ne connaissait pas son statut. On se rend compte que, hommes comme femmes, 22% de la population globale présentait une obésité abdominale, et c'était particulièrement élevé, le pourcentage était élevé chez les femmes. Pour ce qui concerne la tension artérielle, 24% de la population étudiée avait des chiffres élevés de tension artérielle. Voilà, bon, on revient sur le plateau parce que le sujet est très intéressant. On est en train de le commenter déjà en studio en recevant les chiffres. De manière générale, il faut dire qu'on ne va à l'hôpital que lorsqu'on est malade. Ouais. On ne vérifie pas, on ne cherche pas à connaître les chiffres, qu'est-ce qu'il y a. Donc, résultat logique, hein, tout à fait, de cette enquête. C'est ce que je dis, on n'a pas une gestion prévisionnelle de notre santé. Et on devrait pouvoir le faire. Les structures sanitaires ne sont pas là que pour soigner des maladies. Les structures sanitaires sont là pour donner des informations, pour prévenir les maladies et ensuite seulement pour les soigner. Oui, mais on a peur aussi, n'est-ce pas, Madame Niang? On se dit, oui, quand on va voir le médecin, il va nous dire plus que ce qu'on sait déjà. Donc, on a peur, on se dit, bon, c'est pas la peine, je vais essayer de prendre quelques comprimés, après ça va aller, je continue tranquille, au lieu d'aller voir le médecin directement. Oui, les Sénégalais, c'est à l'image de ce qui se fait chez nous. Je prends l'exemple de ma mère. Je lui dis, je vais faire le prélèvement pour le cancer du col. Elle me dit, tu cherches, tu vas trouver. Je dis, je vais faire le cancer du col. Elle sort ce qu'elle a entendu de ses oreilles en faisant comme ça. Toi, quand tu cherches, tu vas trouver, passe tout ton temps à chercher. Donc, ce qui fait qu'on a cette peur-là de savoir ce qu'on a dans le corps. Alors que quand on le sait, on peut prendre les devants. On prend l'exemple du diabète. Quelqu'un qui a le diabète et qui l'ignore, qui passe tout son temps à ne manger que des aliments sucrés, à sucre lent surtout. Mais il te fait un coma diabétique, il arrive avant qu'on ne découvre ce qu'il a, mais il peut y passer. C'est pour ça qu'on voudrait que les gens comprennent ce qu'il y a dans leur corps. Il faut faire les tests qu'il faut faire pour se maintenir en bonne santé. Ce n'est pas seulement d'attendre d'être malade pour aller se soigner. Ça, les carottes sont déjà presque cuites. On ne voudrait pas qu'on arrive à ce stade-là. Et le plateau de Kinkeliba, c'est fait surtout pour faire la promotion de la prévention. C'est pour faire la promotion de ce qui est offert en termes de services de promotion au niveau de nos structures de santé, de services préventifs plutôt que de services curatifs. Je prends votre avis sur la question de manière générale sur ce sujet, Madame Niang. Je pense que c'est culturel. Hein, souvent, nos mamans disent puisque je ne suis pas sur mon lit couché, je ne veux pas savoir si je suis malade ou pas. C'est culturel. Donc la prévention, il faut vraiment faire de la communication et inviter les gens à prévenir les maladies qui peuvent leur arriver. Alioune Badara? Bon, mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? On a bien souvent l'habitude de le dire. Et le SNEPS dit Fagaru Mogen Fadjou. Mogen Fadjou, en cette période d'hivernage, en période hivernale aussi, le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé sillonne les quartiers de Dakar, va dans les régions. Ils sont rentrés de tournée de la région de Fatick, de Kaolack. C'est un peu pour apporter la bonne
information auprès des populations, leur apporter cela jusqu'au fin fond du Sénégal. Très bien. C'est ça la devise du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale voudrait que les populations, aussi loin qu'elles puissent résider dans le Sénégal, puissent recevoir la bonne information sur comment se comporter, quels aliments consommer, comment se maintenir en bonne santé et également comment contribuer à l'amélioration de la santé de toute la population à travers une dynamique communautaire gérée par les agents de santé communautaire, par les agents de prévention et de promotion de la santé. Merci beaucoup, Binta. C'est pourquoi c'est important que tu sois là tous les mercredis sur le plateau avec nous pour donner tous ces conseils-là. On va maintenant parler des données personnelles, mais avant, regarde, tu as parlé de bon comportement. Eh bien, moi, je propose ceci à nos téléspectateurs. Peut-être que vous l'avez vu passer rapidement. Ah, très bien, on va regarder ça à la fin du magazine. C'est encore mieux. Comme ça, vous aurez l'occasion de reprendre ça chez vous. Je ne vous en dis pas plus. On passe maintenant à la chronique invitée et on va parler de la protection de nos données personnelles. Merci, Binta. Merci, Sarah. Et notre invitée ce matin, je vous le disais, c'est Madame Yaïfatou Camarayan. C'est la directrice des affaires juridiques et de la coopération de la Commission de protection des données personnelles. Encore une fois, bienvenue sur le plateau de Kinkeliba. Nos données personnelles sont en question ce matin, n'est-ce pas, Alioune Badara? Mais bien sûr, d'autant plus qu'on est dans un monde marqué carrément par cette révolution numérique. Aujourd'hui, chacun a peut-être sa tablette, son petit smartphone, d'où l'importance, encore une fois, de préserver nos données personnelles, qui est d'ailleurs un sujet transversal. Certainement, ça va peut-être interpeller notre consoeur collègue Binta Bokoum dans le domaine de la santé aussi, les questions de préserver les données personnelles. Alors, Madame Niane, plutôt, le Sénégal donc, a mis sur pied la commission, de protection des données personnelles. Aujourd'hui, quelles sont les missions qui sont assignées à cette commission-là, je rappelle quand même très importante? Pour être vraiment concret, la Commission de protection des données personnelles veille à ce que la vie privée des Sénégalais dans le domaine numérique soit préservée. Ça, c'est pour faire vraiment terre à terre. Voilà. Et dans la loi, on dit qu'on doit veiller à ce que les traitements de données personnelles soient conformes à la loi 2012 sur la protection des données personnelles. On doit sensibiliser les responsables de traitement. On doit suggérer à l'État toute mesure législative qui peut renforcer le système de protection, etc. Mais en un mot, il faut retenir qu'une donnée à caractère personnel est une information qui permet de vous identifier, vous et moi, une personne physique, comme vous et moi. Et donc, ça porte sur le nom, le prénom, les vidéos qui montrent une personne, les photos, les adresses e-mail, etc. La CDP veille à ce que ces informations-là soient traitées en conformité avec la loi sur la protection des données personnelles et dans le respect de la vie privée. Alors, d'après vos explications, donc, il y a déjà une loi qui régit l'utilisation des données personnelles, mais est-ce que cette loi-là est bien respectée? J'ai l'impression qu'elle est bien souvent violée quand on voit un peu l'utilisation de certaines données personnelles, par exemple, à travers les réseaux sociaux. Oui, elle est souvent violée, mais violée, je dirais, de bonne foi, souvent parce que les gens ne connaissent pas. Vous savez mieux que moi que nul n'est censé ignorer la loi, c'est plus un slogan qu'une réalité. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure, avant le début de l'émission, notre plus grand défi, c'est la communication. Il faut que les gens soient informés de l'adoption de cette loi par le Sénégal depuis 2008 et que les gens se conforment. Et à nous, Commission de protection des données personnelles, de développer une culture de la protection des données à caractère personnel. Parce que souvent, quand on assiste à une atteinte aux données personnelles, les dés sont déjà jetés, que ce soit sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, là, comme on le disait tout à l'heure, tout est dans la prévention. Il faut que les gens soient amenés à avoir le réflexe de protéger les données personnelles des autres qu'on manipule. Certes, la prévention est importante, mais on sait que malheureusement, au Sénégal, bien souvent, il faut user peut-être du bâton pour que les gens puissent être ramenés à la raison, comme on dit. Est-ce que vous disposez de moyens coercitifs? Est-ce que la Commission de protection des données personnelles, mise sur pied par l'État du Sénégal, dispose de moyens coercitifs pour faire appliquer la loi? Oui, nous avons des moyens coercitifs. Pour un traitement qui est mis en œuvre, nous avons la possibilité de demander à ce qu'on sursis au traitement, de façon temporaire comme de façon définitive. On peut aussi prononcer des sanctions pécuniaires qui peuvent aller de 1 à 100 millions. On a le pouvoir de transférer le dossier
au niveau du procureur de la République pour des sanctions pénales qui peuvent aller de l'emprisonnement à une amende assez lourde aussi. On a des moyens coercitifs, mais permettez-moi juste de préciser que la CDP n'est pas un gendarme. Le Sénégal aujourd'hui s'est lancé dans la mise en place d'un Sénégal numérique. Et on sait que c'est quand les gens sont rassurés par rapport à leur vie privée qu'ils entrent dans le Sénégal numérique. Et donc nous sommes actuellement dans une logique de sensibilisation, amener tous les Sénégalais à percevoir les enjeux sociaux, économiques, juridiques liés à la protection des données personnelles. Et comme à un dernier niveau, si on n'a vraiment pas le choix, on sanctionne pour corriger certaines incohérences. Okay. Entre vous et l'ARTP, qui fait quoi? Est-ce que les tâches sont bien délimitées? Oui, les tâches sont bien délimitées. C'est vrai que quand on venait d'être mis en place, de commencer nos activités en décembre 2013, il y avait une confusion. On est toutes les deux structures dans le domaine de la régulation, mais nos domaines d'activités sont différents. La RTP est dans le domaine des télécommunications et des postes, alors que la CDP est compétente pour tout ce qui touche à la vie privée des individus dans le domaine numérique. Dans le domaine numérique, tout ce qui touche à la protection des données à caractère personnel. Donc, nous sommes compétentes pour la collecte des données personnelles, aussi bien dans le secteur des télécoms, des postes, de l'audiovisuel, etc. Alors que la RTP est centrée dans le domaine des télécommunications et des postes. Alors, Madame Nia, on constate un peu partout, à Dakar, à travers le Sénégal de manière générale, mais surtout ici à Dakar, il faut juste faire un tour dans les magasins de Sandaga, des vidéosurveillance, en tout cas, qui sont installées. Dans les grandes artères aussi, je pense bien que la municipalité a mis sur pied, en tout cas, a procédé à certaines installations. Est-ce que cela aussi n'entre pas un peu dans votre domaine de compétences? Est-ce qu'en vérité, on n'assiste pas aujourd'hui à, disons, à un abus dans l'utilisation, en tout cas, de systèmes de vidéosurveillance au Sénégal? L'abus est plus dans les systèmes de vidéosurveillance déployés et non déclarés à la CDP que dans le nombre de vidéosurveillance existants. Le nombre de systèmes de vidéosurveillance existants n'est pas caractéristique d'abus. C'est ça que je veux vous dire. La loi n'interdit pas l'installation de systèmes de vidéosurveillance. Très bien. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce que dit la loi, elle pose des conditions. Au préalable, avant le déploiement du système, il faut déclarer le traitement au niveau de la CDP. Mais est-ce que cette condition-là est remplie, respectée bien souvent? Ce n'est pas rempli. Souvent, ce n'est pas rempli. Et bizarrement, les systèmes de vidéosurveillance de sécurité publique sont déclarés à la CDP, à contrario des systèmes de vidéosurveillance privés. Parce que dans l'état normal des choses, souvent on dit que les questions de sécurité publique sont souvent gérées en catimini. Voilà, on se met en marge de la loi pour des raisons d'ordre public. Mais pour les systèmes de vidéosurveillance, pour la ville de Dakar, pour le ministère de l'Intérieur, ça a été déclaré à la CDP. On a plus de mal avec les privés qui installent des systèmes de vidéosurveillance au sein des entreprises. Et qui ne disent rien. Qui ne disent rien, alors qu'il y a des conditions qui sont clairement posées par la loi. La CDP est allée jusqu'à prendre, je pense que c'est au mois de janvier, une délibération de portée générale qui reprend les dispositions de la loi qui porte exclusivement sur les systèmes de vidéosurveillance pour pouvoir dépouiller le texte de son caractère juridique, le rendre accessible aux non-juristes. Mais même ça, même avec ça, on se rend compte qu'il y a toujours des failles. On a très souvent des signalements, des plaintes, des gens en entreprise qui se réveillent un jour pour voir des caméras. Ils ne savent pas où vont les données qui sont collectées, qui a posé même le caméra. On ne sait pas si ça va servir à la sécurité ou à la gestion des ressources humaines. Il y a beaucoup de failles à corriger. Et on doit communiquer là-dessus avant d'installer ces vidéos de surveillance, ces caméras de surveillance. On doit afficher un message qui le dit. Oui, il y a des conditions qui sont posées par la loi. À part la déclaration préalable devant la CDP, il faut que les personnes qui travaillent au sein du local où le système est mis soient formellement informés de l'existence du système et des lieux où il est posé, formellement, c'est-à-dire par note de service, par mail, etc. C'est l'employeur ou la personne concernée, le responsable de traitement qui apprécie.
il faut aussi que la finalité déclarée à la CDP soit respectée. Cela veut dire que vous ne pouvez pas venir à la CDP dire que le système posé répond à une finalité de sécurité et après le transformer pour gérer des ressources humaines, éventuellement sanctionner ses employés. Il faut s'en tenir à la finalité qui est déclarée à la CDP et qui a été prise en compte dans l'autorisation que vous a accordée la Commission. Il faut aussi qu'il y ait une affichette qui indique que le local est sous système de vidéosurveillance. Et malheureusement, ou je ne sais pas, heureusement, le fait en tout cas est que c'est la condition la plus respectée, sinon la seule. Et les gens mettent... Même à la maison, il faut déclarer. D'accord. Même à la maison, parce qu'une donnée, la vidéo qui montre la personne est considérée comme une donnée à caractère personnel. Et donc, il faut que ce soit déployé dans le respect de la loi 2012 qui existe au Sénégal. En tout cas, Madame Nia, je vous assure qu'au regard en tout cas, de toutes ces conditions-là, en tout cas mises sur pied, en tout cas, recommandées par la Commission de protection des données personnelles, beaucoup d'entreprises et même beaucoup de particuliers passeraient à la trappe. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'il vous arrive donc de sortir un peu de vos bureaux pour faire respecter la loi? Par exemple, disons, pour faire une petite inspection dans Dakar, ou bien dans certains services, pour voir si la loi est bien respectée. Nous avons deux volets dans notre travail. Un volet passif qui consiste à recevoir des déclarations des personnes qui mettent en œuvre le traitement. L'autre volet, c'est le volet actif, où on doit se rendre chez le responsable de traitement, la personne qui a mis en place les systèmes, pour vérifier s'il y a une déclaration d'abord au niveau de la CDP et la conformité de cette déclaration à la réalité sur place. C'est vrai que ce volet-là, depuis qu'on a été mis en place, depuis qu'on a commencé nos activités en décembre 2013, on ne l'a pas encore pris en compte, mais nous sommes dans les derniers réglages et dans les jours qui vont venir, vous allez entendre que la CDP a démarré ses activités de contrôle sur site. Ok. Alors, une autre question, par exemple... La dernière avant oui, c'est vrai, mais c'est une question très importante hein, parce qu'il fait même l'actualité. Dernièrement, aux États-Unis, on a vu que pour les besoins d'une enquête, en tout cas, une grande compagnie a refusé de donner les données personnelles d'un client à la CIA, tout simplement, et ça a fait débat dans ce pays. Au Sénégal, est-ce qu'aujourd'hui, la loi permet, en tout cas, par exemple, de donner les données personnelles d'un client pour les besoins d'une enquête? Oui, il y a déjà des procédures qui existent au plan national et qui permettent de veiller aux besoins de l'enquête tout en respectant la vie privée des individus. Sur ce point-là, on n'a pas beaucoup à s'en faire. Jusque-là, il n'y a pas eu de débordement majeur. Vous savez, quand il y a des besoins d'enquête, l'intérêt du particulier est mis en marge par rapport à l'intérêt général. Ça, c'est un principe général de droit. Donc, nos forces de police et des gendarmeries respectent ces... Jusque-là, on n'a pas eu connaissance de déphasage ou de dérapage. Très bien. Il y aura certainement une deuxième partie pour d'autres questions quand on est filmé à son insu et qu'on nous met après sur les réseaux sociaux, sur Internet, on nous livre comme ça en pâture à tout le monde. Ou est-ce qu'on peut aller se plaindre? Est-ce que chez vous, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être prises? Tout ça, je pense que c'est intéressant. Et puis, si vous avez des questions, chers téléspectateurs, vous pouvez également les poser à notre invitée sur le plateau, Madame Niang. Envoyez-nous ces questions, on les lui pose en direct et elle y répond. On va faire le point sur la circulation avec notre partenaire Talibi.sn. Regardez actuellement à Dakar, là on est sur la VDN Mermoz M. La circulation est fluide, nous précisent nos partenaires. Ben voilà, dans les deux sens, hein, on ne voit pas beaucoup de voitures. Là, c'est à la sortie de Malixi. Ah oui, là par contre, il faut rouler doucement, la circulation est au ralenti carrément sur l'autoroute à la sortie de Malixi. Voilà d'autres images de la circulation, on va dire en temps réel avec nos partenaires Talibi.sn avant la fin de ce magazine. René arrive dans un instant pour le journal. Voici le clip en attendant. Sama
tey yu dal yam nga ci loxo bu ma doon seet lu ma neex man yow lay doon weddi gis te ci bokkul hey hey kay ma yett la kay ma dee la kay ma xamal na li gën ci yow li lay aar ba faw sa jëkkër sa sëriñ la yow te ko tàbbiyu lu ko neex nekk ca la muy bañ bàkk ko fa ñi koy dem tàkku ko say tànk natt ko boo bëggee ngërëmal yàlla sa jëkkër gërëm la dama ne woon bu ma namee seen ma ci weer be ndax bu ma dikkalee mag bi teew bu mujj ge ñaay tëddandoo xalaataat may wër guddi yi di gën di yàgg yëg-yëg yi jóge ci man lamiñ du ko jotale dina may gënal man nga may jege saa yu ne may man di jotali mbëggeel gi na ci man yàlla yi boole nit ma ngay fase ca aras li jiitu juddu la ca tax na doole lay man yaa ko moom ndax yaay sama reeni xol sa jikko man doy na ma sa mbaax sa tey yu dal yam nga ci loxo bu ma doon seet lu ma neex man yow lay doon weddi gis te ci bokkul hey hey kay ma yett la kay ma dee la kay ma xamal na li gën ci yow li lay aar ba faw sa jëkkër sa sëriñ la yow te ko tàbbiyu lu ko neex nekk ca la muy bañ bàkk ko fa ñi koy dem tàkku ko say tànk natt ko boo bëggee ngërëmal yàlla sa jëkkër gërëm la dama na ma doxantu brother su man de yow de laa ci taamu chéri kay nga gunge ma yóbbu ma ba fu la neex li ci ñun yàlla la neex li nga bëgg lay di def man ak yow bëggee ci fer wan ma mbaax ma topp la nangul la ci li nga doon sunu ànd dal di nax mbarke mën ci judd nag bul di seet ci lu mu doon ma ngay xool ci li mu am li ñuy boole ëpp loolu man sa diine la la laaj bataaxal bi leen di lay man yaa ko moom ndax yaay sama reeni xol sa jikko man doy na ma sa mbaax sa tey yu dal yam nga ci loxo bu ma doon seet lu ma neex man yow lay doon weddi gis te ci bokkul hey hey kay ma yett la kay ma dee la kay ma xamal na li gën ci yow li lay aar ba faw sa jëkkër sa sëriñ la yow te ko tàbbiyu lu ko neex nekk ca la muy bañ bàkk ko fa ñi koy dem tàkku ko say tànk natt ko boo bëggee ngërëmal yàlla sa jëkkër gërëm la sa jikko moo ma neex boo ma wanoon leneen ma dem bale li nga lambo moo ma neex boo ma wanoon leneen ma dem bale seytaane dafa bari doole du la waajal xam nga li lay yaakal konteel sa bopp bu ñëpp amee yaakaar ci yow mi fexeel ba bul di rusloo ñu la bëgg yow bataaxal bi leen di lay man yaa ko moom ndax yaay sama reeni xol sa jikko man doy na ma sa mbaax sa tey yu dal yam nga ci loxo bu ma
doon seetlu ma neex man yow lay doon weddi gis te jébbagul Il est 7h30 et on est de retour sur le plateau. Les discussions vont bon train. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. L'ambiance est bien entretenue dans le studio et puis chez vous également, on l'espère. Bon réveil et bon matin à vous, mais particulièrement à Biram Diatta qui pose une question à Madame Niang. Vous y répondrez après le journal de René, autant pour moi. Quelles conséquences peut avoir le fait de ne pas préserver ses données personnelles? René, tu es en place? C'est bon? On y va pour le journal alors. Et c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue. On parle d'abord de cette rencontre entre le chef de l'État et une importante délégation allemande conduite par le ministre de la Coopération économique et du développement allemand. Les échanges ont porté sur la question de l'énergie. Le même sujet a occupé les discussions entre le chef de l'État et les élus américains. L'objectif est de renforcer la coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Aboubakry Kane. La délégation est composée entre autres d'un sénateur et de 2 membres de la Chambre des représentants, des démocrates venus échanger avec le chef de l'État de questions de partenariat et de coopération entre les États-Unis et le Sénégal, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables. Nous avons eu une rencontre très positive avec le président de la République et nous avons notamment évoqué la possibilité d'élargir le partenariat avec le Sénégal dans plusieurs domaines. L'objectif principal de notre visite ici, c'est de discuter la possibilité de renforcer les relations entre le Sénégal et les États-Unis. Le président de la République a décliné ses objectifs dans le domaine de l'énergie. Il a notamment parlé d'un projet d'avoir 12 000 mégawatts d'ici 5 ans. Et nous avons également évoqué la question de l'exploration du gaz naturel. Et nous avons, avec le président, discuté la possibilité de renforcer notre coopération dans ce domaine. Après le sénateur de Massachusetts, Karen Bass de la Chambre des représentants a évoqué la possibilité d'élargir la coopération à toute la sous-région et que le Sénégal puisse tirer profit de l'AGOA. Nous avons évoqué la possibilité de renforcer les relations économiques avec le Sénégal et nous sommes adressés au président de la République en tant que chef de l'État du Sénégal, mais nous nous sommes intéressés également à la communauté économique ouest-africaine et justement dans le cadre de cette loi sur le renforcement des opportunités économiques en Afrique. Auparavant, le président de la République avait reçu le ministre allemand de la Coopération économique et du développement, l'occasion d'évoquer les relations entre l'Allemagne et le Sénégal qui remontent à 1961. La priorité pour le chef de l'État a été le renforcement de cette coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de la sécurité énergétique. Gert Müller a également souhaité un partenariat dans la formation professionnelle et l'apprentissage, surtout concernant les installations solaires et les nouveaux métiers dans ce domaine. La question du financement des priorités du continent a aussi été abordée. En sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD, le président Macky Sall a réaffirmé les limites de l'aide publique au développement. L'émergence du continent doit passer pour le chef de l'État par l'exécution des grands projets d'infrastructure dans les secteurs de l'électrification, l'industrie et les transports. Voilà pour la fiche d'audience du chef de l'État. Le portrait du jour à présent. Ce matin, je vous le disais, nous allons à la rencontre d'un avocat italien de 31 ans, originaire du Sénégal. Et oui, son nom, Papa Abdoulaye Mbodj. Maître Mbodj travaille sur le droit économique italien, mais il n'a pas oublié ses origines. D'ailleurs, il développe des initiatives pour sa localité, Guédiawaye. Moustapha Sanké et Tcherno Amoudouci. Dans la province de Lodi, en Italie, nous arrivons à Casal Pusterlengo. Ici,
C'est Maître Mbodj qui reçoit, né il y a 31 ans à Sam Notaire, Guédiawaye. Pape Abdoulaye est avocat italien, mais fier, très fier, de préciser ses origines sénégalaises. Le Sénégal, c'est un pays que j'aime et que je respecte parce que le Sénégal m'a tout donné. J'ai été éduqué là-bas par mes grands-parents avant que je ne vienne rejoindre mon père et ma maman en Italie. En plus, mes parents m'emmenaient en vacances tous les 2 ans. À la maison, on respecte toutes les valeurs et les traditions sénégalaises. À son Sénégal natal, le pays de ses parents et grands-parents, il réserve de grandes ambitions. Dans ses initiatives pour le pays de la Teranga, Pape Abdoulaye est soutenu par ses parents. Ce qui me plaît le plus, ce n'est pas le fait qu'il soit avocat. Moi, ce que j'aime, ce sont ses actions pour les autres, son sens du partage. Au Sénégal, à Marché Ndiarème, il a su mesurer la difficulté liée à l'état civil. Depuis maintenant quelques années, il mène des actions dans ce sens. Il y a aussi un appui conséquent, c'est un appui annuel en médicaments qu'on alloue à l'hôpital Roi Baudouin. Même taille sax yóbbu na ko. Biñ démé mu jël officier d'état civil bi indi ko fi une semaine dugal ko ci commune yi won ko. Kuy dem ba CM2 ñu koy wutal ay jugement ñun dañoo sañoon Sam Notaire du ko ci bokk. Cela veut dire qu'on soutient Guédiawaye, notre quartier d'origine au Sénégal. Chaque année ñu yóbbu fa garab. Pour Maître Mbodj, être issu d'une famille d'immigrés ne doit pas être synonyme d'échec. C'est plutôt un motif d'être engagé pour que le pays d'accueil ait un autre regard sur ses hôtes. Ici à Kazalé, on est la première famille noire, mais mes parents se sont battus et on nous respecte bien dans cette ville. Je pense que tout doit se fonder sur une détermination à réussir. Et si on s'engage sur la bonne voie, le racisme va être très minime. Cet avocat a de l'ambition. Il traite de grands dossiers qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde. C'est pour cette raison qu'il se penche souvent sur des questions liées à l'émergence du Sénégal, le Sénégal qui l'intéresse à tout point de vue. Voilà pour cette rencontre avec la famille Mbodj de Casale Poustolengo. À l'étranger, en Syrie, les combats se poursuivent à Alep entre la coalition de rebelles et de djihadistes d'un côté, les forces gouvernementales appuyées par la Russie de l'autre. Des combats qui ont coupé les principales routes d'approvisionnement de la ville. L'ONU réclame une pause humanitaire pour acheminer de l'aide aux civils. Alep presque totalement assiégée. Et 1 500 000 habitants otages des combats entre le régime syrien et les rebelles. Dans la bataille, les infrastructures électriques permettant d'alimenter la ville en eau ont été endommagées. Conséquence, les civils n'ont plus accès à l'eau courante depuis plusieurs jours. L'ONU tire la sonnette d'alarme. La situation humanitaire pourrait devenir catastrophique. Les Nations Unies appellent de toute urgence à une pause humanitaire dans les combats à Alep pour permettre de rétablir le réseau électrique et l'accès à l'eau et acheminer de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin. La situation est d'autant plus critique que les températures sont très élevées et les risques sanitaires énormes. Les forces pro-gouvernementales et les rebelles parviennent difficilement à faire entrer des produits de première nécessité et des médicaments dans les zones sous leur contrôle. Résultat, les stocks s'amenuisent et seraient même à un niveau dangereusement bas selon les Nations Unies. Sur le terrain, les combats font rage dans la ville et ses banlieues, mais à ce stade, l'issue de la bataille d'Alep est encore incertaine. Malgré la force écrasante du régime syrien, aidé par la Russie, l'Iran et le Hezbollah, aucune partie n'est susceptible de gagner une victoire décisive dans la bataille d'Alep.
Et plus les combats continueront, plus les civils seront pris en étau et paieront le prix fort. Depuis vendredi, des dizaines de civils ont été tués dans les raids de l'aviation